Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. L'informaticienne Claire Mathieu nous accompagne depuis le début de l'émission. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous avez occupé la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Le politologue Thomas Guénolé aussi est là depuis le début. Vous êtes l'auteur de La fin des haricots. En 2017, vous avez rallié la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez claqué la porte au bout de 2 ans. Je donne tous ces détails parce que l'on va parler de la NUPES qui fête son premier anniversaire et de Jean-Luc Mélenchon. Alors j'attends Gérard Filoche qui devrait être déjà sur ce studio, à côté de nous, dans ce studio. La gauche, il la connaît bien, Gérard Filoche, parce qu'il y milite depuis toujours, au Parti communiste d'abord. Venez, asseyez-vous Gérard. Bonsoir. Entrez. Asseyez-vous, le deuxième siège, voilà, et Serge Bellu, vous allez vous mettre là. Vous avez raison. Donc j'étais en train de vous présenter, je disais, Serge Bellu, asseyez-vous. Gérard, j'étais en train de dire que la gauche, vous la connaissez bien, puisqu'on va parler de l'union de la gauche. Vous avez été au Parti communiste quand vous étiez jeune, à la LCR pendant 25 ans ensuite, quand vous étiez trotskiste, puis vous avez été au Bureau national du Parti socialiste pendant 5 ans avant de fonder la gauche démocratique et sociale. 15 ans au Parti socialiste à la direction. Ah oui. Je suis rentré en 1994 et je suis parti en 2018. Ah ouais, bien plus que je croyais. Et ma première carte CGT est en 1963. Voilà, donc vous connaissez toutes les branches quasiment de la NUP, dont vous faites partie maintenant avec la gauche démocratique et sociale. Vous appartenez au bloc de la France insoumise dans la NUPES, qui est né il y a 1 an exactement. C'est Jean-Luc Mélenchon, fort de ses 22% de voix au premier tour de l'élection présidentielle, qui a réuni autour de la France insoumise les écologistes, le Parti communiste et le Parti socialiste en vue des législatives, ce qui a permis à l'union de la gauche d'obtenir 151 sièges à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, 1 an après, Jean-Luc Mélenchon semble irriter de plus en plus ses alliés, qui l'accusent pour un certain nombre d'entre eux d'être un boulet. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, vous qui êtes de gauche, je n'ai pas invité de gens de droite pour en débattre, parce que ce sont les électeurs de gauche que ça concerne, ceux qui voudraient que la gauche arrive au pouvoir en 2027. Alors, c'est quoi le problème avec Jean-Luc Mélenchon, Thomas Guénolé ? Alors, je m'empresse de préciser pour les gens qui nous regardent et qui seraient des sympathisants LFI et qui se diraient qu'est-ce que c'est que ce scandale, le faire parler lui alors qu'il a eu des conflits avec Jean-Luc Mélenchon et avec son premier cercle. Alors je vous parle, moi je n'ai plus de conflit du tout avec Jean-Luc Mélenchon. On a eu une conversation, on a eu un échange de SMS à ce sujet encore il y a 2 semaines. Donc on n'est pas dans ce registre-là, de l'animosité ou quoi que ce soit. Donc Jean-Luc Mélenchon, si on considère l'électorat de gauche, encore aujourd'hui on a des gens qui sont de gauche anti-système, ils veulent changer le système actuel, le remplacer par autre chose. Et puis on a des gens qui sont des modérés, donc en d'autres termes, c'est la vieille distinction entre les révolutionnaires et les réformistes. Aujourd'hui, on dirait plutôt les anti-systèmes et les modérés, mais c'est la même chose. Et donc Jean-Luc Mélenchon, il est excellent, vraiment excellent pour unifier l'électorat de gauche anti-système. Mais quand il essaie de faire le plein des modérés grâce au phénomène de vote utile, le problème qui se pose, c'est qu'il n'arrive pas à faire complètement le plein parce que c'est quelqu'un qui conflictualise et antagonise beaucoup, attention, à l'intérieur de la gauche. Qu'il conflictualise avec la droite, le patronat, qui vous voulez, les cibles habituelles pour l'électorat de gauche, ça ne pose pas de problème. Mais il antagonise beaucoup, en fait, tous azimuts. Et donc, y compris vis-à-vis de cibles de gauche. Il a eu des relations conflictuelles avec beaucoup de sensibilités de gauche. Il est quand même arrivé à les réunir tous autour de lui. Oui, mais à leur corps défendant, déjà, premier point. Et ensuite, à chaque fois, il lui manque pas grand-chose. Et ce pas grand-chose qui manque, c'est « oui, j'aimerais bien voter utile à gauche, mais Jean-Luc Mélenchon, en gros, il est trop conflictuel pour moi ». C'est cette branche-là qui n'est pas là. Et donc, à mon avis, puisque votre question, c'est l'avenir de la NUPES... D'abord, c'est quoi le problème avec Jean-Luc Mélenchon ? Voilà, il me semble que le problème qui est posé par Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout que ce soit un croque-mitaine ou quoi que ce soit. C'est juste la dernière marche. Ce qui pose problème, c'est aller chercher les derniers plus modérés dans un contexte où... J'ai noté, c'est stable de 81 à 2012, en gros. La gauche, les grands candidats de gauche, ensemble, font à peu près 40%, même en 2002. Mis tous ensemble, ça fait 40. Et au premier tour de 2017, Mélenchon plus Hamon, ça fait 26. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a 15 points de gauche modérée, la plus modérée, qui se sont barrés vers le centre, et ça a donné Macron. Et donc, c'est vraiment une hémorragie d'électorat modéré qui explique que la gauche, qui historiquement pesait 40 depuis 40 ans,
s'est retrouvée à peser plus que 26. Ce qui a pour conséquence d'ailleurs qu'elle doit être unie pour espérer être au second tour. Quand vous faites 26, il n'y a pas d'autre moyen. Alors l'avis de Gérard Filoche. Il n'y a pas de problème Mélenchon. Il y a un problème d'unité de la gauche comme dans toute son histoire. Comme en 36, comme en 45, comme après 68, comme en 81. Moi, je pars pas des bons hommes, si je peux me permettre. Je vous en prie. Je pars de la classe sociale qu'ils sont censés représenter. En 36, le salariat, c'était quoi? Il était minoritaire. 9 millions de salariés. Aujourd'hui, le salariat, c'est 30 millions de salariés. 90% des actifs. Qu'on a depuis janvier. Hein. Parce que si on a des millions de manifestants, c'est parce que le salariat s'est développé. D'ailleurs, ça explique les luttes contre la loi El Khomri, ça explique les luttes pour la défense de la SNCF, ça explique celles pour la défense du Code du travail, ça explique aussi les gilets jaunes. C'est la partie peut-être basse, c'est pas insultant ce que je dis, du salariat, mais elle a bougé, elle a même poussé le reste. Et la gauche, c'est l'expression du salariat, avec ses nuances, il est pluraliste. Donc la nuance LFI a sa place, le Parti socialiste a sa place, le Parti communiste là encore, et puis il y a les Verts, qui n'existent pas quand ils ne sont pas à gauche. Alors, est-ce qu'il y a réformistes et révolutionnaires? Moi, je suis de cette école qui ne les oppose pas. Je n'ai pas dit qu'ils étaient opposés, ce sont deux tempéraments différents. Je ne cherche pas le débat, je n'ai pas de conflit, Non, je dis que réformisme et révolution, ça ne s'oppose pas, contrairement à ce qu'on croit très souvent. Non, c'est complémentaire. On dit qu'il y a des syndicats réformistes, il y a des syndicats révolutionnaires, il y a des syndicats qui ne viendront jamais dans... Bah si, par exemple, la CFDT. C'est comme gentil flic, méchant flic, en fait. Oui, la CFDT est venue dans le mouvement et l'intersyndicale est un exemple de la force du salariat actuel. Et il y a des gens qui sont très révolutionnaires, mais qui, dans ces circonstances, se révèlent très réformistes. Puis il y a des gens qu'on croit réformistes, ils se révèlent très révolutionnaires. En fait, c'est la force du mouvement social qui en décide. Et donc, ce mouvement social, il traverse tout. La LFI, vous avez des gens très divers. Oui. Le PC, je suis assisté à son congrès, il y a au moins 4-5 positions. C'est très divers aussi, contrairement à ce que souvent on croit. Et puis, le PS, alors, j'en suis pour... Comment vous dire? Je suis mieux avec le premier secrétaire du Parti socialiste aujourd'hui que ce que j'ai été pendant 25 ans au PS avec les secrétaires de l'époque. Il y avait un débat dans le PS aussi, bien sûr. Moi, je participais, j'ai représenté la gauche socialiste. On a atteint jusqu'à 30%. Et comme ils trichaient un peu sur les votes, c'était sûrement plus. À peine, si peu. C'est vrai, c'était sûrement plus. Mais dans le PS, donc, il y a toujours aussi une gauche radicale qu'on ne pouvait pas classer comme réformiste. Tout à fait. Et celle-ci, quelque part, après alors là, je vais dire un grand mot, mais c'est le seul qui correspond à la situation. Après la trahison de Hollande, hein, parce que le quinquennat maudit en 100 ans de PS, c'est Hollande, Valls, Cazeneuve. Ils arrivent quand même à faire le CICE, la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, la hausse de la TVA, la loi Touraine contre les retraites. Enfin, c'est un festival de trahison pendant Hollande a été fidèle à ses convictions. Il disait déjà qu'il fallait faire ça dans les années 80. Mais vous voulez dire que c'est là que le Parti socialiste a dégringolé dans les intentions de vote? Hollande, il est encore derrière les voix d'Hidalgo, hein, 70%. Hein. Oui. Et Cazeneuve, qui veut faire une force nouvelle, il fait à peine la moitié des 1,70%. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est à une autre époque, Gérard Filoche. Et l'époque aujourd'hui, c'est qu'il y a un homme qui a fait 22%, lui, aux dernières élections présidentielles, et qui a réussi à rassembler autour de lui toutes les... Oui, il a fait l'union de la gauche qu'on n'avait pas fait depuis... Vous anticipez un tout ce que j'essayais de dire sur la façon de la NUPES. Moi, j'étais pour la NUPES avant la NUPES. Hein. Il y en a plein qui étaient pour la NUPES avant la NUPES, mais ils ne voulaient pas que ce soit Mélenchon le chef. Mais moi, je n'avais pas de souci. Même Olivier Faure n'avait pas de souci avec ce sujet. En 2019, à Blois, Olivier Faure dit ça peut être Mélenchon... 2019. Ça peut être Mélenchon le candidat s'il est unitaire. Il proposait même d'avoir une plateforme commune, ce qui s'est fait avec le programme de la NUPES l'année dernière. Un programme commun, bien sûr. Mais et il disait ce programme pourrait être soumis à des débats populaires. Aujourd'hui, ils ont des doutes sur le fait qu'il soit unitaire. Mélenchon, on l'entend dire beaucoup chez ses alliés. Il pense qu'à lui, au fond, il ne veut pas faire de compromis. Mais ce n'est pas une histoire de compromis, puisque le programme de la NUPES est un excellent programme. Vous avez dedans la retraite à 60 ans, vous avez pas plus de 5% de non-CDI par entreprise, vous avez... L'augmentation du SMIC aussi. L'augmentation du SMIC, elle est à 600 € net et 2000 bruts. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a aucun problème, tout roule. Non, c'est pas ça. je vous décris pourquoi il y a une force puissante du salariat qui pousse, et là, il faut y répondre.
Franchement, l'intersyndicale a donné un exemple tellement exemplaire, quelque part. On se demande pourquoi la NUPES, en ce moment, ne réunit pas des foules à Bercy ou sur le Parc des Princes. Parce qu'en vérité, ça devrait être la traduction politique du mouvement social qu'on vient d'avoir, et ça ne l'est pas. Et j'ai eu l'occasion, et on avait un meeting avec nos amis de génération, de dire qu'il faut arrêter les bisbilles. Parce que le fond, c'est les bisbilles. Tantôt, c'est le porte-parole du PC, tantôt, c'est Mélenchon, tantôt, c'est les Verts, et en ce moment, pas le PS. Mais à l'intérieur du PS, il y a des opposants qui se font entendre durement. Et qu'est-ce qu'il y a besoin ? Il y a besoin d'une unité dynamique. Il faut arrêter les bisbilles. Il faut faire qu'il y ait des agoras partout, dans tous les départements, que les gens se rendent compte à la hauteur de l'événement. Parce que si le calendrier va jusqu'en 26 et 27, 24, 26, 27, calendrier électoral, j'entends, faut s'y préparer maintenant. Et sinon, c'est Le Pen. Et voilà, c'est la phase 2 normalement de la NUPES qui devrait là préparer les élections européennes. L'année prochaine, c'est les européennes, et il n'y aura pas de NUPES, il n'y aura pas de liste unique. Je ne suis pas d'accord. Je dis pas. Vous n'êtes pas d'accord avec le constat, ou vous trouvez qu'il faudrait faire différemment ? Les deux. Parce que les Verts ont déjà dit... Attendez, juste... Je sais, les Verts ont déjà dit non. Les Verts pensent qu'ils feront 12-15 tout seuls. Juste. Les Verts pensent qu'ils feront 12-15 tout seuls. C'est leur élection. Comme d'habitude. Voilà. Leur calcul, c'est qu'ils auront plus d'élus tout seuls que dans une liste d'union de la gauche. Là, je ne vous parle pas de grands idéaux, là, je vous parle de popol franchement crade. Mais c'est comme ça. Et donc, ils auraient même une possibilité d'être, encore une fois, en tête des listes de gauche. Pas en tête des listes tout court, mais en tête des listes de gauche aux européennes. Et dans la façon de raisonner de ces gens-là, c'est des politiciens professionnels. Dans la façon de raisonner de ces gens-là, ça vous met en position de force pour négocier les listes d'union de la gauche au municipal de 2026. C'est ce genre de calcul tout à fait boutiquier dont les partis politiques professionnalisés sont absolument coutumiers. Et donc les Verts partent dans ce calcul-là. Et donc, non, il n'y aura pas de liste d'union de la NUPES aux européennes. Et derrière, il y aura peut-être des listes d'union aux municipales. Alors, les sondages de la gauche disent 76% des électeurs de gauche sont pour une liste unique. Ah, je ne le conteste pas. Mais c'était déjà le cas aux européennes d'avant et aux européennes d'avant. C'est pour ça que j'étais pour la NUPES avant la NUPES. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon et les filles auraient pu faire l'unité dès 2017. Il ne fallait pas dire qu'il y avait deux gauches irréconciliables. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours réconciliable. Même entre Marchais et Mitterrand, ça l'était. Et on a vu des choses encore plus pires dans le passé où le PC, qu'on disait lié à Moscou, a fait l'alliance avec le PS, qu'on disait atlantique. Ça s'est fait. Donc les divergences actuelles, en fait, dans la NUPES... Mais je ne vous ai pas parlé de fond, là. Moi, je vous parle uniquement d'intérêt boutiquier électoraliste, qui est un moteur assez puissant d'explication des phénomènes de gauche. Je vous interromps parce que je voudrais poser la question à Claire Mathieu. En tant qu'électrice de gauche, je ne sais pas où vous vous situez, mais je sais que vous êtes une électrice de gauche, a priori. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, vous préoccupe, à savoir le fait que Jean-Luc Mélenchon a l'air de poser problème à certains nombres de ses alliés, à savoir s'il y aura une liste unique à la présidentielle, enfin d'abord à l'européenne, et surtout un candidat unique à la présidentielle, qui serait, a priori, on se dit, le seul moyen d'arriver au deuxième tour face à Marine Le Pen et éventuellement de la battre. Oui, moi, à vrai dire, je ne fais pas de politique. Moi, je me contente de suivre. Donc, le moment venu, je voterai pour le candidat de gauche ou la candidate de gauche qui aura le plus de chances de l'emporter, peu importe laquelle. Voilà, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. N'importe. En fait, je ne pense pas à ma classe sociale. On a parlé de ça tout à l'heure. Je devrais être plutôt de droite, mais en fait, je suis de gauche en tant que... disons, parce que je mets l'être... Chercheuse au CNRS aussi, il paraît qu'il y a beaucoup de gens de gauche. Parce que je trouve que l'être humain est plus important que l'argent. Donc je voudrais que tous les programmes soient pensés d'abord en fonction des humains et qu'ensuite on réfléchisse aux problèmes de budget. Bon, donc les idées, c'est ça qui m'intéresse plus que les personnes. Donc Mélenchon ou un autre, peu importe. Peu importe. La gauche est surreprésentée. Ce qui est proposé pour les européennes, c'est une tête de liste verte. Manuel Bompard le propose. Olivier Faure pour le Parti Socialiste y est favorable. Et je ne comprendrai pas. C'est pour ça que je pense que les choses vont changer. On est dans un an. Hein. Alors moi, je suis contre comment elle avait dit Marine Tondelier, contre les forceurs. Moi, je suis pour la conviction. Je ne suis pas pour forcer.
Mais les Verts eux-mêmes... L'expression est discutable parce que vu le domaine auquel elle s'applique normalement, c'est pas très correct d'avoir employé ça. De sa part. J'écarte le mot pour ça. Bien sûr. Et je dis qu'on peut convaincre. Parce que si les Verts sont tête de liste, s'il y a une grande liste, ça sera entre 35 et 45%. On sera en tête, largement devant le Rassemblement national. Et 35, ça marquera pour les choses suivantes. Parce qu'après, il faut faire des printemps marseillais partout pour les municipales. Et après, il faut avoir un candidat commun. Si le calendrier, encore une fois, est celui-ci. Parce qu'il peut être perturbé. Hein. Mais dans la situation actuelle, avoir une liste commune, c'est confirmer la NUPES avec la dynamique. De quoi remplir Bercy et pas une petite salle à la Bellevilloise. Et donc, le fond de proposer les Verts, je pense qu'ils vont y réfléchir, parce qu'après, ils disent parfois, oui, mais au Parlement européen, après, on a nos groupes respectifs. C'est déjà le cas à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir, ils vont chacun dans leur groupe respectif au Parlement européen, il peut y avoir un intergroupe, comme ça peut exister. Et s'il y a une liste commune, chaque parti, parce que quand vous expliquez, vous avez raison, mais chaque parti aura plus d'élus commune que sur des listes séparées. C'est très matériel. Et s'il y a des listes séparées, 4 ou 5 listes, pour être boutiquées aussi, mais il y en aura 2 ou 3 qui seront éliminées. C'est le premier tour de 2002. Ce qui a été le cas la dernière fois, en 2019. Et si ces listes sont éliminées, ça donne quoi? Des sièges qui sont répartis entre le RN et Renaissance. J'ai toujours du mal à croire que ces gens-là peuvent s'appeler Renaissance. Mais bon, il y aura des listes, des postes répartis pour eux. Mais n'oubliez pas que les écologistes, depuis maintenant des décennies, triomphent à chaque fois, enfin en tout cas font leur meilleur score aux élections européennes. C'est ce que je dis avec la tête de liste des Verts. Ils auront la tête de liste de la NUPES. Et en plus, on dit parfois le partage des sièges. J'ai écouté quand même Manuel Bompard. Il dit, mais nous ne tiendrons pas compte que de 22. Nous tiendrons compte aussi de 19. Ce qui veut dire avantager, évidemment, dans l'accord qui est possible pour partager les sièges, parce que c'est à peu près un siège pour 1% des voix. Si vous avez à peu près 35 à 45%, ce que j'espère, dans une dynamique, eh ben vous avez presque le double de députés. Vous vous rendez compte que le PC a été éliminé la dernière fois. Vous vous rendez compte que Hamon, avec Génération, ont été éliminés. Si tout le monde se retrouve là, tout le monde gagnera du point de vue concret, du point de vue son parti, son groupe, mais et surtout, c'est la dynamique. Parce que si on est encore 4 listes séparées, rendez-vous compte, derrière Le Pen et LREM, les autres batailles, Marine Tondelier a dit oui, mais d'accord pour 27. Mais si on est d'accord pour 27, il faut l'être en 24. Et je ne parle même pas des municipales de 26. Pas si on raisonne du point de vue de l'appareil du parti Les Verts. C'est toujours les masses qui l'emportent sur les appareils. Claire Mathieu voulait intervenir. Proposer les listes, malheureusement. Mais voilà. Il y a eu quelques manifs depuis 3 mois. J'en ai fait la plupart. J'ai beaucoup aimé l'ambiance au fil des manifs, un certain optimisme, une conscience politique qui se formait, et des jeunes. Et je me dis, s'il y a des soirs, ça ne donne pas envie. Ben non. Pourquoi ? Parce que on parle de décompte, mais ce n'est pas ça qu'on veut quand on a 20 ans et qu'on va dans une manif. On veut une société différente, on veut un peu de rêve, un peu d'aller de l'avant, et on ne veut pas parler de ces histoires de 4 partis, 5 partis, 1 parti, 2 partis, combien on aura de... Absolument. C'est écœurant, n'est-ce pas? Non, mais je vous le dis, parce que c'est un univers que j'ai fréquenté en long, en large, en travers, en diagonale, comme vous voulez, pendant à peu près 10 ans. Et j'en sors avec la nausée, l'envie de vomir et un écœurement profond. Non, je ne sais pas, mais j'ai vu ces jeunes qui, dont la conscience politique s'éveille. On a l'impression que d'un coup, peut-être qu'ils vont avoir envie de s'inscrire pour voter. Peut-être qu'ils espéreront que ça fera une différence, mais pourquoi ? Mais ils seront enthousiastes s'il y a une liste unique, s'il y a l'unité. C'est-à-dire s'il n'y a pas 4 partis. Si on leur propose 4 listes différentes, il va y avoir une grande sanction et beaucoup d'abstention. Ouais. Tandis que s'il y a une liste unique, c'est-à-dire que les appareils se dépassent dans leur bisbille actuelle, alors à ce moment-là, on peut parler Europe sur le fond. Parce qu'il s'agit de transformer... Ben oui, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de divergence. Vous avez lu la lettre de Manon Aubry quand elle répond à Marine Tondelier? Elle le fait avec un ton à la fois respectueux et à la fois fraternel.
quel point avons-nous sérieusement de divergences? Listez-les, parce que je vois des tweets qui passent sur « Ouais, c'est pas possible avec LFI ». Mais qu'est-ce qu'ils disent? Sur quoi? Sur quelles questions? Personne ne veut sortir de l'Europe. La question, bon, okay, la question c'est si la gauche arrivait au pouvoir en France... La question, c'est la désobéissance ou pas au traité européen. Mais c'est même pas ça, parce que désobéir à quoi? Mais les traités aujourd'hui, tous les États désobéissent. Je ne vous parle pas de la faisabilité, je vous parle d'être d'accord ou pas avec l'idée de désobéir au traité européen. Je signale... L'Europe Écologie Les Verts, ils sont contre, LFI, ils sont pour. C'est un exemple parmi d'autres de désaccord sur le fond. Mais ça n'a pas d'importance, puisque tous les pays désobéissent au traité en ce moment. Les campagnes européennes ne se font pas sur l'enjeu européen. Oui, ça, je suis d'accord par ailleurs. Mais voilà. Pour prendre votre argument, tous les pays désobéissent aujourd'hui au traité. Il n'y a pas un pays en Europe qui respecte le 1,5%. Je vous arrête parce que je trouve qu'on s'écarte du vrai... Je sens que vous n'avez pas envie d'y aller sur le vrai problème aujourd'hui, qui semble être pour certains Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on sait bien que les élections européennes, ça ne se joue pas sur une personnalité particulière, surtout si vous arrivez à faire une liste unique, ce sera la liste de la gauche, évidemment, ça va tout rassembler. Mais les présidentielles, autour desquelles tourne entièrement notre système politique. C'est une autre paire de manches. Et là, il faut quelqu'un. Et on sait bien que... Enfin, je me mets dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu par 2 fois l'impression que c'était à sa portée d'être au 2e tour. J'imagine qu'il peut caresser l'envie d'être encore là la prochaine fois, d'autant plus que personne d'autre, pour l'instant, ne semble capable de prendre sa place. Est-ce que je peux tenter une réponse là-dessus? Parce que s'il y a un candidat qui est celui de l'unité de toutes les forces de la gauche. Je parle bien des Verts, du PS, du PC, et puis d'autres petites forces autour. Je vais les citer parce que sinon je vais me faire Ensemble et d'autres groupes, comme la gauche démocratique et sociale, nous voulons y participer. Mais s'il y a un candidat qui est ça, mais il fera un score supérieur à Mélenchon. Rien que parce qu'il est pour l'unité. Et quelqu'un qu'on croit aujourd'hui, du point de vue médiatique, ne pas avoir l'aura de Jean-Luc Mélenchon, dès qu'il est le candidat de l'unité, il la dépassera. Je pense par exemple à François Ruffin. Si François Ruffin était validé par l'ensemble des acteurs de la NUPES, il enfonce les sondages. Et donc, ce n'est pas fatal. Et je suppose que Jean-Luc Mélenchon le comprend aussi à sa façon. C'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté. Et c'est pour ça qu'il y a représenté aux législatives. Oui, mais voilà, s'il ne s'est pas représenté, il n'aurait pas le même rôle s'il était député. Donc, quelque part, il y a un appel au remplacement. L'appel au remplacement aujourd'hui, il paraît bizarre si on dit, voilà, ça va être Clémentine Autain, ça va être Alexis Corbière, ça va être François Ruffin, ou bien Fabien Roussel, ou bien quelqu'un de chez les Verts, même si, on peut imaginer ça. Mais la clé, la réponse, c'est si c'est un candidat unitaire, ça change son visage, sa forme, son rapport avec les gens, avec des millions de gens. Dès que vous avez l'unité, une vraie, pas de bisbille, alors la dynamique arrive. C'est ce qui manque tout de suite dans la NUPES un an après. Et vous voulez dire que si demain c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le candidat de cette unité, il n'y aura plus de problème? Il n'y aura pas de problème. Il fera un gros score. Voilà. Vous êtes d'accord Alors non, mais uniquement pour la raison que je donnais en ouverture de la conversation, c'est-à-dire que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle a l'énorme avantage de fédérer immédiatement tout l'électorat de gauche anti-système, mais de ne pas faire complètement le plein des modérés pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure. Alors, et ce ne serait pas le même problème pour François Ruffin, par exemple? Justement non. C'est-à-dire que je pense effectivement que le meilleur candidat disponible pour la prochaine élection présidentielle pour la gauche, c'est François Ruffin. Il a déjà uni la gauche à l'échelle de sa circonscription. Dès 2017, au premier tour, il a le cas particulier d'être candidat d'union de toute la gauche dans sa circonscription. Donc il a déjà fait ça en modèle réduit. Ça fait des années qu'il dit et répète que lui, ce qu'il veut, c'est la stratégie de type Front populaire, c'est-à-dire union de la gauche, et à travers ça, union entre les classes populaires et les classes moyennes. Donc on est sur quelque chose déjà d'une démarche unitaire. Par ailleurs, c'est quelqu'un, et c'est la grosse différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui n'est fâché avec personne ou presque à gauche. C'est très frappant, c'est-à-dire que autant il a pu avoir des mots ou des positions dures vis-à-vis d'adversaires habituels, de cibles habituelles de la gauche, autant vous ne pouvez pas trouver... Notamment le président de la République. Voilà, mais vous ne pouvez pas trouver, vous pouvez chercher si vous voulez, vous ne pouvez pas trouver de propos négatifs par François Ruffin, ou de tacle, ou de confrontation, etc., vis-à-vis de l'appareil actuel de la gauche dans toute sa diversité. Donc ça, c'est un énorme avantage aussi. En plus, vous ajoutez à ça qu'il n'a pas de problème de notoriété. C'est quelqu'un dont tout le monde connaît le nom. C'est quelqu'un qui est... Bah oui, quand même.
C'est moins que Jean-Luc Mélenchon, mais quand même. Oui. C'est quelqu'un qui est très populaire, c'est quelqu'un qui a une réputation de sincérité dans ses convictions, donc c'est plutôt un très bon candidat. Si on rajoute à ça que le programme commun, il existe déjà, puisque la NUPES s'est passée inaperçue à négocier un programme commun de l'Union de la gauche pour la première fois depuis je ne sais même plus quand, et donc si vous ajoutez à ça que le programme commun, il existe déjà, en fait, oui, ça se présente très bien si c'est Ruffin. C'est-à-dire, alors, j'ajoute juste... Oui, pardon, juste sur ce point-là, quand on sait que Jean-Luc Mélenchon, malgré les problèmes de conflictualité qu'il peut poser pour l'électorat modéré, est passé la dernière fois vraiment à ça de la qualification au second tour, moi je pense que pour François Ruffin, comparativement, c'est tout à fait tentable. Alors moi j'ai une autre possibilité, mais c'est François Hollande. Il n'a jamais été aussi populaire. Il n'a jamais été aussi populaire. Depuis qu'il a arrêté la politique, vous voyez pas un lien de cause à effet ? Oui, mais je regrette. De même que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, vous avez raison, il n'a jamais été aussi populaire. Que depuis qu'il a arrêté la politique. Et François Hollande pourrait très bien se présenter. Vous avez vu ce qui lui est arrivé à Tulle ? Non. Il a fait campagne pour 2 candidats qu'il a propulsés lui-même, contre le dirigeant principal du département qui était socialiste, contre celui de la région. Il a eu beaucoup moins que la NUPES. Oui, là, c'était pas lui qui se présentait. Enfin, je vous dis ça. Il était tous les jours à côté des candidats. Hein. Je pose la question à Claire Mathieu. Vous avez dit n'importe qui du moment que c'est de gauche. François Hollande, c'est bon. Mieux placé. Il y avait un gros... Si c'est celui-là le candidat, je voterai pour lui, ma foi. Voilà. Mais et lui, au moins, pas de problème avec... J'aimerais un nouveau, un jeune, un Macron de la gauche. Quelqu'un qui surgisse comme ça et qui donne un souffle. À nouveau. La gauche, c'est une longue histoire, une longue construction. Mais les syndicats aussi, les associations aussi. Je voterai pour celui qui sortira. Et vous savez, il y a une différence, par exemple, avec le Front populaire, Thomas. C'est que dans le Front populaire, comme j'ai dit, le salariat à l'époque était minoritaire. Il y avait le PS, le PC, mais il y avait un grand parti bourgeois, qui était le Parti radical, qui dirigeait la Troisième République. Qui a fini comme le PS avant le PS, d'ailleurs. Voilà, mais justement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'alliance avec un parti bourgeois. On peut gagner avec les forces du salariat et les partis qui l'expriment. C'est une grande différence. Tous les partis dans la NUPES sont de gauche. Il n'y a pas l'équivalent d'une force... L'élection présidentielle sous la Ve République qui écrase tout le reste et qui, en fait, passe avant les considérations... Oui, mais on verra. Si on fait l'accord, comme à Marseille, dans toutes les municipalités, pour les prochaines élections, parce qu'on ne parle pas des municipalités, mais c'est très important, c'est quand même ce qui est décisif avant une présidentielle, c'est l'ancrage territorial, c'est l'unité à la base, c'est ce qui peut permettre d'avoir des agoras, des rencontres, des assemblées. Un autre débat. Oui, mais il est lié. Non. Mais ce sera en tout cas la fin de celui-ci, mais je suis sûr qu'on en aura d'autres d'ici là.